Et maintenant, nous accueillons à distance Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste du grand banditisme, auteur du documentaire Génération Kalash. Merci infiniment d'avoir été disponible ce matin pour le temps de l'info, Jérôme Pierrat, alors que naturellement on a tous à l'esprit l'image de cette jeune fille qui a été tuée par une balle perdue dans le cadre de règlements de compte, une nouvelle fois sur fond de trafic de drogue, Paola. Oui, Marseille et ses règlements de compte, donc Jérôme Pierrat, et ce changement de vocabulaire aussi, puisque la préfecture parle désormais de narcomicide. Est-ce que ça signe quelque chose de l'évolution de la délinquance à Marseille? Narcomicide. Vous nous entendez, Jérôme Pierrat, pardon, excusez-moi? Ah, j'avais un petit blanc là, je vous entendais plus très bien. Oui, je vous disais donc que la préfecture parlait désormais à Marseille de narcomicide. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça dit quelque chose de l'évolution, du changement de visage de cette délinquance à Marseille? Les narcomicides, si on doit appeler les assassinats, les règlements de compte dus au trafic de stupes, ça fait quand même quelques années qu'il y en a à Marseille. On va rappeler quand même que ça fait maintenant une quinzaine d'années que la situation est dégénérée, avec une grave augmentation ces derniers temps, évidemment, une accélération. Mais donc, après, on voit fleurir comme ça des nouveaux termes. Ça reste des règlements de compte entre voyous, trafiquants de drogue. Alors on peut appeler ça des narcomicides, on peut trouver n'importe quel lexique nouveau. Le phénomène, lui, il est bien concret. C'est des gens qui se tirent dessus. Et là, pour le coup, on va en parler. Effectivement, on multiplie les balles perdues et donc les victimes innocentes. Ça, c'est un peu nouveau, on va en parler. Mais le terme en lui-même va pas raconter grand-chose, non. En tout cas, le phénomène est en nette augmentation. 44 morts depuis le début de l'année. Comment est-ce que vous expliquez cette augmentation de la violence ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement qui est un peu plus long qu'on l'imagine. C'est-à-dire que ça a démarré il y a une quinzaine d'années. Alors, il faut imaginer que c'est monté en puissance au fur et à mesure des années. Là, on est à l'acmé de ce mouvement. Enfin, l'acmé, ça va peut-être encore augmenter, malheureusement. Mais en fait, il y a une banalisation. C'est-à-dire qu'au début, on commence à tirer. Alors, c'est un peu le premier, le pionnier qui va le faire. Et puis après, ça devient la norme. Je sais pas comment vous expliquer ça par palier. C'est-à-dire quand tout le monde se met à tirer, si vous voulez jouer dans le trafic de stupes, entre guillemets, quand je dis jouer, si vous voulez évoluer dans cette discipline criminelle, il va falloir vous mettre au niveau des autres. Et en fait, il y a un engrenage comme ça qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années, qu'on a vu monter comme ça, progressivement, avec le nombre d'homicides d'ailleurs, qui a évolué aussi à la hausse pendant toutes ces années. Et donc voilà, aujourd'hui, on arrive à cette cristallisation, à cette accélération ultra importante, cette augmentation. Mais en fait, on la voit monter, cette courbe, depuis une dizaine d'années. C'est pas une génération spontanée, un mouvement sorti de nulle part. Voilà. Donc c'est, je vous dis, la banalisation qui fait qu'à chaque génération ou à chaque palier, on a l'habitude maintenant de tuer. Alors on avait 20. Alors je vais vous expliquer l'évolution. C'est simple. D'abord, on avait des tirs qui étaient ciblés sur des gros trafiquants de stupes. Après, les gros trafiquants de stupes, ils ont été vivre à l'étranger. Alors on est descendu dans la hiérarchie du trafic. On a tiré sur ceux qui restaient à Marseille, les lieutenants des boss qui sont partis à l'étranger. Puis eux-mêmes se sont cachés. Alors maintenant, on a changé de stratégie. Et c'est ce qui explique ces morts innocents et ces balles perdues. C'est qu'aujourd'hui, on vise plus une personne, on vise un terrain, un territoire, une géographie. Alors on arrive, c'est des gamins qui ont 18 ans, qui n'ont aucune expérience des armes automatiques et qui tirent cette fois à l'aveugle, à défaut de tirer comme on faisait dans le temps, faire des assassinats ciblés, même si c'était pas mieux. Là, aujourd'hui, on tire dans le tas. Alors, ce qui explique la jeunesse des morts, c'est-à-dire ceux qui sont sur les terrains, comme on appelle ça, c'est des gamins de 15-16 ans, c'est pas des trafiquants de 30 ans qui sont en bas des tours avant du hashish ou de la coke. C'est des gamins, 15, 16 ans, 17 ans, les petites mains du trafic. Donc c'est eux maintenant qui prennent ces balles. Et c'est aussi les habitants de ces quartiers parce que voilà ce qu'on voit, on rafale à l'aveugle, on appelle ça des fantasias. La police appelle ça un fantasia. C'est né il y a quelques années à Marseille, il y a 5-6 ans. On arrive dans la cité, on rafale au hasard. C'est une politique d'intimidation, de terreur. Et donc, évidemment, quand vous tirez à la 7,62, c'est-à-dire à la Kalachnikov qui a une portée de plus de 1000 mètres, c'est une arme de guerre, et ça traverse les parois les plus faibles. Voilà. Et là, on est quand même à 3 victimes collatérales depuis le mois de janvier. Effectivement, ça, on l'a non plus jamais vu. En plus des 44 morts, il y a cette nouvelle dimension. Justement, celui qui tire à la Kalachnikov, est-ce que c'est le dealer lambda, chacun à sa Kalash, ou alors est-ce qu'il y a des sortes de tueurs professionnels à l'intérieur du milieu qui sont chargés spécifiquement d'aller abattre des dealers concurrents ?
C'est ce qu'on voit émerger, effectivement. Avant, les voyous réglaient leur compte eux-mêmes. En gros, l'intéressé prenait son arme avec ses 2 copains et puis allait tuer l'adversaire. Aujourd'hui, on fait appel à des prestataires de services. Il faut comprendre le mouvement, c'est-à-dire que, à la différence des voyous à l'ancienne, aujourd'hui, on parle de... C'est un peu bizarre, sémantiquement, d'avoir ces différences-là, mais on parle de commerçants, de gens qui sont pas forcément des gens qui sont qui manient les armes depuis toujours. Je sais pas comment vous dire ça, mais en gros, c'est des gens qui ont une âme de commerçants, de trafiquants. Ils sont dans le business, certes illégal, mais du business, donc on fait appel à des gens un peu plus spécialisés, un peu plus violents, qui ne sont pas forcément des gens très expérimentés, bien souvent des jeunes inconscients à qui on va promettre une certaine somme d'argent, et ils ont, voilà, alors... Il y a en plus une grosse forme d'inconscience là-dedans, c'est-à-dire que cette banalisation de la violence, il y en a qui ont du mal à la mesurer concrètement et ont un peu l'impression de se retrouver dans un film américain avec lesquels ils ont été biberonnés pendant des années. Ouais. Jérôme Pierrat, vous parlez souvent... C'est pour ça qu'on parle de mexicanisation, on parle de... Ouais. Vous parlez souvent d'un trafic de stupéfiants. Parce que le nouveau modèle, c'est... Ouais, pardon. Non, allez-y, finissez. Oui, excusez-moi, allez-y, parce qu'on a... comme il y a un petit écho que je vous ai en décalé, c'est pour ça, voilà. J'ai noté que vous parliez souvent d'un trafic de stupéfiants en étoile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Ça c'était jusque-là alors ça explique pourquoi maintenant il y a des morts aussi à la campagne, c'est-à-dire que ou dans les les plus petits centres urbains, je vais y arriver, excusez-moi, je suis fatigué. En étoile, c'est que traditionnellement les grands centres urbains étaient les pourvoyeurs, étaient les supermarchés pour les régions qui étaient autour de ces grands centres urbains, et donc on disait que c'était un trafic en étoile ou en flocons de neige, c'est-à-dire que ça partait d'un épicentre comme ça et puis ça rayonnait gros, demi-gros, détail, où est-ce que je veux dire, jusqu'au fin fond des campagnes. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que des villes de petite, de moyenne importance deviennent elles-mêmes des hubs commerciaux, des supermarchés de la drogue, et avec des équipes qui importent elles-mêmes, qui deviennent des grossistes, etc. Donc on commence à calquer, même si c'est pas du très très gros, on commence à calquer les méthodes marseillaises ou des grands centres urbains. C'est pour ça qu'on a des morts dans des petites villes ou moyennes villes de province qui jusque-là ne connaissaient même pas de soubresauts criminels. Oui, Jérôme Pierrat, ce que vous dites fait écho à ce qu'a écrit notre confrère François-Xavier Ménage dans son livre Ça craque, notamment une page sur Avignon, la ville moyenne devenue supermarché de la drogue. C'est exactement ce que vous décrivez, ce que vous racontez. Et quand on vous écoute, que ce soit Marseille ou finalement Avignon, quand il y a des moyens policiers qui sont mis en place, des moyens financiers aussi, on a un sentiment d'impuissance. Alors, je vais peut-être pas faire plaisir à notre ministre de l'Intérieur, mais est-ce que la stratégie est la bonne ? Les moyens suffisent-ils ? Peut-être faut-il revoir la stratégie. Je m'explique. Depuis, la réponse pénale qui est apportée, en tout cas policière, à ces trafics, c'est d'envoyer des forces éphémère, temporaire, on nous parle beaucoup de la CRS 8 depuis quelques mois, on a bien vu l'inefficacité de la chose, non pas que ce soit de mauvais policiers, mais c'est pas leur tâche, ils sont là pour lutter contre les violences urbaines et pas contre les règlements de compte, on l'a vu, on les a envoyés à Nîmes à la suite du décès malheureux de cet enfant de 10 ans, et puis il y a 3 jours, il y a eu au même endroit encore des tirs de Kalachnikov qui ont visé quelqu'un, donc on voit bien que ça n'a servi à rien. Évidemment, d'envoyer des CRS de manière ponctuelle sur un point de vente ou une cité pour rassurer tout le monde, on dit, on voit du bleu, comme on dit, de l'uniforme, mais finalement, dans les faits, une fois que ces gens sont partis, ça recommence immédiatement. Donc, soit vous décidez de pérenniser l'implantation de la police, comme c'était dans le temps, c'est-à-dire qu'avant qu'on retire les commissariats et la police de proximité de ces quartiers, il y en avait. Quand on parle du quartier de Nîmes, de Pisevin, où il y a eu cet enfant de 10 ans tué, il y a 12 000 habitants. Est-ce que ça mériterait pas qu'il y ait un vrai commissariat ? C'est une petite ville, 12 000 habitants. Donc voilà, il y a déjà ce phénomène-là. Et puis, on nous parle en parallèle de réforme de la PJ, où on va un peu dépoiler la police judiciaire, faite de grands spécialistes en France, pour leur faire s'occuper de tâches un peu plus subalternes. Alors au moment où on nous parle de guerre à la drogue, ça me paraît quand même assez surprenant d'enlever ces enquêteurs spécialisés. Le problème de la PJ, c'est que c'est des enquêtes très longues. Donc il faut des moyens avec des enquêteurs qui travaillent sur le blanchiment, sur l'argent, sur les filières internationales, aller chercher les gros bonnets à l'étranger, etc. Ça demande du temps, de l'argent. C'est pas visible, c'est pas bon pour le politique. En revanche, c'est plutôt bon d'envoyer des CRS pour le 20h, et malheureusement, c'est inefficace. Donc tant qu'on sera dans cette espèce de stratégie de communication qui, à mon avis, n'a aucun intérêt, je vois pas comment ça va s'améliorer. Alors il y a une autre solution qui est avancée par Gérald Darmanin, c'est en plus de frapper les trafiquants, il faut aussi frapper les consommateurs. C'est-à-dire qu'il dit que les citoyens ont une responsabilité quand ils fument un joint, quand ils prennent de la cocaïne. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, de renforcer les amendes pour les consommateurs ?
Alors, est-ce que de mettre des amendes à des gens qui sont frappés de toxicomanie, d'addiction, pas forcément pour la chiche, mais pour la cocaïne ou pour une consommation excessive de psychotropes, est-ce qu'une amende de 200 € va leur les faire se sevrer ou arrêter de se droguer, ne plus être toxicomanes? Je suis pas bien sûr que sinon, ça serait assez simple de supprimer les centres d'addictologie et de juste mettre des amendes aux gens. Donc, je suis pas bien sûr que ça endigue le phénomène complètement. Je crois qu'il faut travailler sur les deux points. Ça veut pas dire qu'il faut peut-être pas taper sur le consommateur, mais en tout cas, c'est pas du tout une solution. Voilà. Mais alors, quelle est la solution, pardon? De stupes. Vous nous dites il faut renforcer les moyens des enquêteurs. Malheureusement. Oui, mais malheureusement, je pense que il faut réinvestir ces quartiers déjà pour commencer, c'est-à-dire remettre une police de proximité, pas des gens qui tournent en voiture. C'est ce que fait Gérald Darmanin dans certains cas. C'est ce que fait Gérald Darmanin dans certains cas. Le réflexe, c'est de remettre du bleu. Ben non, c'est juste. Ben non, justement, il fait tout l'inverse. Il nous met des CRS qui restent là un mois. Il faut un commissariat, il faut des policiers qui soient là tous les jours, comme c'était dans le temps avant que M. Sarkozy enlève la police de proximité et ferme les commissariats massivement en France. C'est tout. Donc, tant que vous aurez plus de policiers, vous avez des gens qui vont s'approprier ce territoire pour eux-mêmes. Donc, c'est pas d'envoyer la CRS 8 avec des CRS qui vont rester un mois. Venez avec moi, je vais vous emmener dans les quartiers nord. Vous allez voir comment ça marche. À 20h, les CRS s'en vont. Vous croyez que les gens ils vont rester chez eux en se disant non, il y a des CRS, ils risquent de venir demain, on va pas redescendre vendre du shit. Ça ne marche pas comme ça. Donc on le voit, c'est comme la politique de fermeture des points de deal. Ça ne veut rien dire, c'est du chiffre. On vous dit on a fermé 1000 points de vente. On voit bien, ça ne sert pas à grand chose. Trafic de stupes, il y a un indicateur qui est simple, le prix des stupéfiants. Est-ce que le prix des stupéfiants a augmenté depuis quelques années? Non, ça veut dire que le produit ne s'est pas raréfié, bien au contraire, et donc que toutes ces politiques sont inutiles. Donc voilà, donc je suis désolé, je suis pas anti-Darmanin, c'est objectif ce que je vous dis, c'est factuel, c'est tout. Donc ça ne marche pas, on le voit bien, les histoires de CRS, ça fait 10 ans qu'on en envoie. Je peux vous emmener tous les gouvernements successifs, depuis que les problèmes ont éclaté à Marseille en 2009, avec ces fusillades à la Kalachnikov, on envoie des CRS tous les 6 mois pour rétablir l'ordre. Bon, on a bien vu que ça n'avait pas vraiment marché. Donc, ne vous excusez pas. Et en plus, la politique des points de vente... Ne vous excusez pas, vous êtes très clair. Mais pardon, je voudrais savoir, dans quel pays, j'aurais juste une question, voilà. Dans quel pays une politique a réussi à juguler le trafic de drogue? Cette question est bonne puisque jamais personne n'a réussi à endiguer le trafic de drogue depuis qu'il existe. Je vais vous donner un exemple très simple, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU a une agence spécialisée qui s'appelle l'ONU-DC qui lutte contre le crime organisé et qui produit donc des chiffres chaque année. Là, les chiffres 2022, par exemple, sur le trafic de cocaïne. On nous dit les États-Unis, depuis 40 ans, investissent des milliards en Colombie, au Pérou, en Bolivie, dans les 3 pays andins producteurs de cocaïne pour endiguer cette fabrication, cette agriculture stupéfiante. On s'aperçoit là, le dernier rapport de l'ONU, que entre 2014 et 2022, la production de cocaïne a doublé en Amérique du Sud. Voilà. Alors que pendant le même temps, les moyens déployés par les États-Unis pour lutter ont aussi doublé. Donc voilà. Donc il y a un moment, je vous dis pas qu'il faut légaliser, je vous dis pas, je sais pas où est la solution, mais en tout cas, personne n'a jamais réussi à endiguer le trafic de drogue complètement. Alors peut-être le contrôler un peu plus. C'est un peu ça quand vous discutez avec les policiers des stupes, ils sont pas naïfs. Ils vont pas arrêter le trafic de stupes qui existe depuis la naissance de l'humanité. Mais ils espèrent un peu l'endiguer, le contrôler à peu près, baisser les violences, etc., etc. Voilà, mais on en est là. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Tant que les sociétés auront envie de, je suis désolé de parler trivialement, se défoncer, entre guillemets, vous aurez des gens pour leur proposer des trucs. Et puis après, c'est l'œuf et la poule, on ne sait plus qui entraîne l'autre. Mais donc voilà, et c'est nous, on paye le fruit de 40 ans d'abandon de ces banlieues. Je veux dire, c'est tout. On a laissé ces trucs se dégénérer. On a retiré la police alors qu'il aurait fallu la renforcer il y a à peu près une quinzaine d'années de ces quartiers, etc. Donc voilà, c'est une lente dégénérescence de la situation. Et maintenant, pour aller dans l'autre sens, je vous dis pas que la situation est perdue, mais il va falloir réinvestir ces quartiers, alors policièrement, de manière pour l'éducation, etc. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous avez et donc vous en avez pour des années à inverser la tendance. Voilà. Merci infiniment, Jérôme Pierrat, parce que c'était très clair, et se garder des idées simples, c'est toujours intéressant d'avoir des experts sur les sujets. Merci à vous et bonne journée. Merci d'avoir été sur le temps de l'info.